Nous en arrivons aux amendements à l'article 1er et il y a une série d'abord d'amendements de suppression. Pour l'amendement numéro 183, allez-y. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens d'abord à souligner que pour un projet de loi intitulé « Projet de loi d'habilitation à prendre des ordonnances pour le renforcement du dialogue social », il est malheureux de s'apercevoir qu'il n'est aucunement question d'amélioration ou de renforcement du dialogue en faveur des salariés. Je vous invite donc à l'avenir à appeler un chat un chat. Je propose projet de loi d'habilitation à prendre des ordonnances pour permettre aux employeurs de proposer un code du travail par entreprise. Cet article est probablement le plus dangereux car sans correction, il implique la remise en cause du principe de faveur et de la hiérarchie des normes qui sont des principes fondamentaux du droit français et un pivot de l'ordre public social. Il a été évoqué pour la première fois par le Conseil d'État dans un avis du 22 mars 1973. Le principe de faveur illustre le caractère protecteur du droit du travail. Le Conseil d'État précise en effet que les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine du droit du travail présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux. Il apparaît comme un principe consubstantiel de cette branche du droit, voire comme son âme. Nous n'avons pas besoin d'avoir une boule de cristal pour savoir que cet article implique une convergence des droits sociaux vers le bas. N'ayons pas la mémoire courte et n'oublions pas pourquoi ces sécurités ont été mises en place. Je vous invite à aller au-delà de votre étiquette et à avoir un jugement personnel et éclairé sur cette question. C'est ainsi que nous vous proposons de voter cet amendement visant à supprimer cet article 1. Merci Madame Resciguier. L'amendement 131, signé par les députés du groupe de la France Insoumise. Qui est-ce qui le défend? Oui, cet amendement est aussi un amendement de suppression qui vise à demander un examen serein et exhaustif de cette loi travail et de cette réforme d'ampleur qu'on nous propose aujourd'hui. Ce n'est pas en proposant des ordonnances et un texte voté en un temps record, en plein été, que nous arriverons à avoir ce débat national autour de ces réformes. Je ne sais pas comment on pourrait croire que l'urgence de se battre contre le chômage pourrait être réglée par une telle loi, étant donné que votre projet de loi est la continuité des politiques qui ont été menées depuis des années et qui nous ont emmenés dans le mur avec aujourd'hui 9 millions de pauvres, de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et 6 millions de chômeurs. Madame la ministre, vous avez parlé plusieurs fois de justice sociale, ce à quoi nous sommes nous aussi profondément attachés. Et moi-même travaillant dans un quartier où là, le taux de chômage des jeunes arrivait à 50%, je veux bien qu'on arrive sur un débat sur nous expliquer en quoi le fait de précariser encore plus les emplois et les contrats, alors même que déjà 3/4 des nouvelles créations d'emplois sont des CDD, des intérims, des stages, des vacations, des emplois aidés ou encore des secteurs ubérisés, aiderait ces jeunes à avoir de l'emploi. Et oui, nous ne serons jamais d'accord. Et nous n'oublions pas ce que Emmanuel Macron disait des jeunes des quartiers populaires en disant qu'ils avaient le choix entre des dealers de shit ou des chauffeurs Uber. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un choix de société clair et cohérent qui se présente là. Et je veux bien aussi qu'on nous explique quand, depuis 1982, 9 points du PIB est passé des salariés au revenu du capital, ce qui correspond à 3 000 € par an qui manquent dans les poches des salariés. Je veux bien qu'on nous explique en quoi ne pas s'attaquer à l'argent qui ne revient pas aux salariés permettra aux jeunes, à ces jeunes d'avoir des emplois. Je veux bien qu'on m'explique aussi quand on pourra être radié après 2 offres d'emploi refusées, comment ceci permettra l'emploi des jeunes. Et ce n'est pas non plus en supprimant 125 000 fonctionnaires que nous arriverons à cela. Merci Madame Panot. Amendement numéro 130, Monsieur Quatennens. Non, c'est Monsieur Corbière qui le défend. Oui, écoutez mes chers collègues, on s'est dit des choses forte. Vous nous avez répondu et je veux vous prendre au mot. L'amendement vise à considérer, une fois pour toutes, selon la bonne vieille règle que ça va mieux en le disant, puisque tout le monde nous a dit qu'il n'était pas question d'aller vers une inversion de la hiérarchie des normes, nous vous proposons un amendement qui le dit clairement. Et sincèrement, si vous ne votez pas notre amendement, vous faites s'effondrer tout ce que vous nous avez répondu tout à l'heure. Il en va de la sincérité de nos échanges. J'ai entendu, sérieusement, vous nous avez tous dit, il est hors de question d'aller vers l'inversion de la hiérarchie des normes, vous faites un faux procès, etc., etc. C'est le moment de le mettre noir sur blanc. Sans quoi, je vous le répète, vous réutiliserez cette novlangue quasi orwellienne qui surplombe nos débats.
Alors je vous propose, si d'aventure vous ne votiez pas mon amendement, de venir enrichir votre novlangue dans le vocabulaire que vous allez utiliser ces prochains temps. On pourrait, par exemple, vous pourriez utiliser comme prochain slogan « Licencier plus facilement, lutte contre le chômage ». Si cela ne vous plaît pas, je vous propose « La précarité fait la sécurité », l'intérêt de quelques-uns, c'est l'intérêt général, les particularismes, c'est la règle, etc., etc. Donc arrêtez de nous répondre en nous disant l'inverse de ce que vous voulez faire. Si sincèrement, ce qui nous a été répondu est véritable, que vous ne voulez pas toucher à l'inversion de la hiérarchie des normes, vous devez voter cet amendement, je vous le demande, et je suis sûr que plusieurs d'entre vous seront assez convaincus qu'il faut écrire et mettre noir sur blanc pour rassurer les salariés et permettre qu'au sein de l'entreprise, le dialogue social soit favorable aux salariés. Car enfin, je voudrais terminer là-dessus. Oui, nous n'avons pas confiance dans le dialogue social tel qu'il se fait aujourd'hui parce que nous connaissons la réalité de ce qui se passe. Oui, la réalité de l'entreprise, c'est que bien souvent, les salariés ne sont pas en situation de force dans les relations qu'ils ont avec leur employeur. Qui peut dire l'inverse? Qui, connaissant le monde de l'entreprise, peut considérer qu'il y a une égalité entre les salariés et leur employeur? Connaissez-vous le principe même qui est inscrit dans la loi du fait que précisément il y a un principe de subordination de l'employeur vis-à-vis de l'employé vis-à-vis de l'employeur? Quel dialogue connaissez-vous à égalité entre deux individus vis-à-vis de l'un qui a précisément une hiérarchie supérieure à l'autre? C'est bien la preuve qu'il faut la loi pour aider les salariés. Et donc on est au cœur de ce qui est en train d'avoir lieu. Je le répète, si vous voulez véritablement être à la hauteur de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, comme quoi ce que je dis là est exagéré, que précisément je n'aurais pas compris les choses, que vous ne toucherez pas à l'inversion de la hiérarchie des normes, vous devez voter cet amendement. Merci, Monsieur Corbière. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur cet amendement numéro 130 ? La Commission a rejeté, Monsieur le Président, et on va donner quelques éléments à partager à Monsieur Corbière, parce que je vois qu'il avait beaucoup d'énergie à défendre son amendement. Alors, c'est très bien. Allez-y, Monsieur le rapporteur, vous êtes le seul à avoir la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, effectivement, cet amendement propose de réintroduire la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Alors, je vais redonner les éléments parce que vous n'y étiez pas là, Monsieur Corbière, et je pense que c'est important qu'on puisse partager là-dessus les éléments d'argumentaire que j'avais donnés en commission. Alors d'abord, il conviendrait avant tout d'expliciter ce que recouvre cette réintroduction de la hiérarchie des normes. Est-ce qu'on parle de celle qui s'appliquait avant la loi de 2008, celle avant la loi de 2004, ou encore avant la loi de 2016? Bon, ça reste une question. Ensuite, je rappelle que les dérogations au principe de faveur elles existent depuis 1982. D'ailleurs, il y avait un certain nombre de personnes ici dans l'hémicycle à l'époque. Déjà, une ordonnance relative à la durée du travail avait prévu la possibilité, par accord collectif, de déroger aux dispositions légales pour la fixation d'un contingent supplémentaire. Donc, ce n'est pas une nouveauté. En 1982, ça existait déjà. Je vais finir mon propos. Autrement dit, l'instauration stricte d'une hiérarchie des normes dans laquelle la source inférieure doit strictement respecter la source supérieure, pardon pour l'aspect un peu technique, couplée au principe de faveur, selon lequel une source inférieure ne peut être que plus favorable, renvoie à un ordre totalement théorique. Je tiens d'ailleurs à souligner qu'il est nullement question, une nouvelle fois, je vais le redire, de s'affranchir des règles légales et du principe de faveur. À cet égard, les dispositions, donc je redis, d'ordre public, constituent un socle auquel il n'est pas question de déroger par voie d'accord, qu'il soit de branche ou d'entreprise. Merci, Monsieur le rapporteur. C'est donc un avis défavorable de la Commission. Quel est l'avis du Gouvernement, Madame la Ministre? Même avis que le rapporteur. Peut-être pour l'éclairage de tous, je voudrais redire une fois de plus ce que nous prévoyons dans les accords d'entreprise. C'est justement un champ plus large qui permet des accords de qualité qui ne sont pas juste la déclinaison d'accords, mais qui permettent d'en combiner plusieurs de façon plus intéressante pour la performance économique et pour la performance sociale ou la justice sociale dans l'entreprise. Donc, la comparaison terme à terme, quand c'est plusieurs accords, et je crois que je vous avoir donné un exemple tout à l'heure dans la menuiserie industrielle, ne permet pas d'entrer dans une vision aussi hiérarchique et verticale, alors qu'on va donner du grain à moudre qui, au total, sera extrêmement positif, mais qui permet de l'innovation sociale. D'autre part, je voudrais rappeler qu'il y a une petite confusion. Oui, le contrat de travail est un lien de subordination. Mais à ce que je sache, une organisation syndicale n'est pas subordonnée à son employeur. Merci, Madame la Ministre. C'est donc un avis défavorable. Monsieur Corbière, vous voulez répondre au Gouvernement ou à la Commission?
Pardon, vous ne répondez pas. La question, c'est le principe de faveur. Est-ce que nous sommes tous d'accord dans cet hémicycle pour considérer que si un accord d'entreprise est meilleur que la loi, nous sommes pour l'accord d'entreprise? Madame la ministre, l'exemple que vous avez donné va dans notre sens. Vous expliquez que justement aujourd'hui, le Code du travail tel qu'il est permet d'avoir des accords favorables aux salariés allant dans le sens de l'innovation. Donc l'exemple que vous avez pris, pardon de vous le dire, est un contre-exemple. Pourquoi toucher au Code du travail si ce n'est pour précisément introduire un danger que nous pointons? Enfin, monsieur le rapporteur, vous voulez rentrer dans le détail? Rentrons dans le détail. Ce que vous avez dit, vous avez parlé d'or. Mettons-le par écrit. Mettons-le par écrit, ce que vous avez dit. Pourquoi ne le faites-vous pas? Qu'est-ce que nous vous reprochons? C'est d'entretenir un grand flou. Nous sommes des parlementaires à 100%. Nous voulons faire notre travail de parlementaire. Et là où nous tirons le signal d'alarme, c'est que nous ne voulons pas voter un texte qui est flou parce que nous connaissons vos projets. Et les ambiguïtés que vous manifestez depuis le début de nos débats montrent qu'en vérité, une fois de plus, vous parlez dans une langue qui n'est pas une langue sincère. Et je le regrette vraiment. Merci, Monsieur Corbière. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 130 qui a fait l'objet d'un avis défavorable. Ah, vous voulez répondre également à la Commission, au gouvernement? Allez-y. Oui, pour répondre, parce qu'on tourne autour depuis la suppression de l'article 1er, et il y a des accents de sincérité évidents, et d'ailleurs je remercie notre collègue Jean-Luc Mélenchon d'avoir eu quelques mots d'excuses sur les débordements qu'il y a pu y avoir dans les interventions vis-à-vis de nous, les députés En Marche. Mais effectivement, on touche à un sujet de fond, qui est le fait que vous, en fait, considérez qu'un salarié, parce qu'il est subordonné, et qu'en plus il est demandeur dans une situation de rareté, il est trop aliéné pour se défendre lui-même. Eh bien, la réalité de l'entreprise que personnellement j'ai connue et qu'on est nombreux à avoir connue, ça n'est pas celle-là. Des cadres dirigeants et des chefs d'entreprise qui sont d'infects chez Fayon, qui n'ont aucun respect des personnes, il y en a partout. Pas seulement dans les grosses boîtes, il y en a dans les petites, il y en a dans les coopératives, des sociétés anonymes, il y en a même dans l'administration. Mais des cadres dirigeants, des managers, qui sont des hommes remarquables ou des femmes remarquables, qui font grandir les gens qui sont sous leur responsabilité et qui parviennent à conjuguer des épanouissements personnels et professionnels avec les intérêts de leurs entreprises, il y en a aussi partout. Et c'est pour leur permettre de se mettre d'accord avec des salariés qui vont être responsabilisés et non pas défendus, pour ainsi dire, à l'insu de leur plein gré, par une loi qu'ils ne connaissent même pas tellement elle est compliquée. Leur permettre de se mettre d'accord sur ce qui s'applique à l'entreprise, à son marché, à ses clients, et dans le respect de leurs intérêts, c'est pour leur permettre qu'on ne va pas présumer que nous, ici, nous aurons pensé à tous les secteurs, à tous les métiers de France et de Navarre, et qu'on va les laisser se mettre d'accord dans des situations particulières que nous n'avons pas prévues. Merci. Alors, à titre exceptionnel, je donne la parole à un troisième orateur pour répondre à la Commission au gouvernement, M. Mélenchon, puisqu'il en avait fait la demande en même temps. Merci. Allez-y, M. Mélenchon. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues, pour les précisions que vous apportez. Nous ne sommes pas en train de discuter, malgré les apparences, de détails. Nous sommes en train de confronter des philosophies politiques. Donc moi, je respecte votre point de vue. Vous êtes persuadé que le dialogue se déroule dans les conditions normales dès que deux personnes se parlent. Eh bien, même en amour, la situation n'est pas égale si l'un domine l'autre. De même, dans les rapports de travail, si dans un cadre de domination de l'un sur l'autre, le rapport n'est pas libre. Maintenant, venons au fond. Qu'est-ce qu'un ordre public social? C'est ça dont nous sommes les garants en tant que députés. J'y entrerai tout à l'heure quand on viendra sur l'explication de vote sur l'article. Mais à cet instant, je veux vous dire une chose. La perturbation qui va être introduite est plus grande que jamais. Pourquoi? Parce que dans tous les autres pays d'Europe, pour bénéficier d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, il faut être soi-même membre du syndicat qui a signé et avoir en face de soi un patron qui a signé avec le syndicat. Voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi tout le monde est tellement syndiqué ailleurs en Europe. Mais en France, où le niveau de syndicalisation est plus bas, lorsqu'un accord de branche est signé, et forcément sur la base du principe de faveur, c'est-à-dire qu'il doit être meilleur, et pardon monsieur le rapporteur de vous dire que ça n'a rien de théorique, ce qui est meilleur est moins bon, ou alors on ne peut plus parler dans la vie. Eh bien, ça se fait et ça s'étend à toute la branche. Autrement dit, 90% des travailleurs français sont couverts par des accords de convention collective, ce qui n'est pas le cas dans les pays où l'on négocie de gré à gré entre syndicats patronaux et syndicats d'ouvriers. La République est plus grande pour mettre de l'ordre social que le contrat. Voilà ce qui me séparera du président de la République, et c'est de la philosophie politique. Merci, Monsieur Mélenchon. L'amendement 189, Monsieur Prudhomme. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre,
Il s'agit là d'un amendement visant à la suppression de l'alinéa 3. Et je reviendrai ici, parce que la pédagogie, c'est aussi la répétition. Vous répétez qu'il s'agit bien de l'inversion de la hiérarchie des normes, malgré les dénégations répétées de Madame la ministre du Travail. Contrairement à ce que vous affirmez, cette inversion nie le rôle des syndicats dans l'entreprise, alors que vous vous gargarisez de dialogue social. Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais pour établir un dialogue, il faut bien être deux. En lieu et place, vous prenez le recours au référendum d'entreprise. Vous ne ferez croire à personne que celui-ci ne se déroule pas sous la contrainte du chantage à l'emploi. Quant aux TPE et PME, que vous brandissez comme un bouclier pour faire oublier que le MEDEF tient votre plume, il est bien évident qu'elles seront emportées avec leurs salariés par le dumping social généralisé que vous organisez. Si vous prétendez lutter contre le chômage de masse par cette réforme, vous vous trompez de combat. 6 millions de demandeurs d'emploi attendent la relance par une transition écologique et par le partage du temps de travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur Prudhomme. Amendement numéro 123. C'est vous qui le défendez, Monsieur Ratenon? Monsieur le Président, allez-y, Monsieur Ratenon. À mon sens, il faut répéter, et peut-être à un moment donné, ce sera compris. L'article vise à habiliter le gouvernement à réécrire la totalité des dispositions du Code du travail pour consacrer la primauté des accords d'entreprise sur les conventions et accords de branche, nationaux, professionnels et interprofessionnels au détriment des salariés. Le renversement de la hiérarchie des normes que pourrait opérer le gouvernement en se fondant sur cet article, qui l'habilite à faire de l'entreprise le centre de la négociation sociale, plonge les salariés dans une incertitude juridique qui leur est dommageable. Le présent amendement vise à restaurer le principe de la hiérarchie des normes sociales suivant le principe de faveur dans le cadre des différents niveaux de négociation collective afin de maintenir l'existence d'un ordre public social. Merci, Monsieur Ratenon. L'amendement 113 est défendu. C'est Madame Autain. Allez-y, vous avez la parole, Madame Autain. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous voulez permettre au gouvernement d'autoriser donc des dispositions moins contraignantes pour les petites entreprises. Alors je traduis, moins contraignantes dans votre langage, dans votre novlangue, cela signifie du moins-disant social pour les salariés. Alors, pour ce qui ne relève pas du moins-disant, on a du droit commun, Madame la Ministre, qui permet de régler toute une série de sujets sur lesquels vous êtes intervenue tout à l'heure et qui sont possibles dans le cadre du droit du travail. Vous savez que 36 000 accords d'entreprise ont lieu chaque année, donc il existe bien des accords d'entreprise et il est possible de faire face à des ajustements en fonction des caractéristiques spécifiques d'une entreprise. Alors je vous pose la question, qui est en fait la question que j'ai envie de vous poser depuis tout à l'heure, parce qu'au fond, elle concerne l'ensemble de votre dispositif sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Dans quel domaine allez-vous abaisser les droits des salariés, des TPE et des PME? La durée du travail, c'est déjà fait par la loi El Khomri. Est-ce que vous voulez le faire sur les autres cadres, enfin sur les autres champs d'application qui concernent les domaines dans lesquels l'accord de branche prime? On a quoi? La pénibilité, la formation professionnelle, l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je vous pose vraiment la question pour savoir dans quel domaine vous souhaitez tout simplement œuvrer dans le cadre de ce moins de 10 ans. Par ailleurs, si l'on veut aider les petites et les moyennes entreprises, parce que je vois d'emblée l'idée que finalement on ne serait pas du côté des petites et les moyennes entreprises, nous disons qu'il y a un levier qui concerne déjà la fiscalité des entreprises. On le sait, le CICE a été une mesure qui a favorisé les grandes entreprises et certainement pas les TPE et les PME. On a aujourd'hui une fiscalité en France qui est profondément injuste. Les entreprises du CAC 40, on n'est pas très loin du 0, quelque chose en termes de fiscalité. Même pour les grandes entreprises, on est de l'ordre du 18%. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que pour les PME, TPE, PME, on approche plutôt les 40%. Donc, si on veut aider les TPE, PME, alors nous avons besoin de faire en sorte que leur carnet de commandes soit rempli, que nous ayons une politique d'investissement qui permet. Madame Autain. Vous me permettez un dernier argument? Je veux juste demander à Madame la Ministre. Vous avez déjà largement dépassé votre temps de parole, Madame Autain. Madame la Ministre, juste, si nous favorisons les grandes entreprises sur les petites entreprises en matière de conditions de travail, un maçon
un bon maçon ira chez Bouygues et non pas chez un artisan. Madame Autain, nous en arrivons à souhaitez? l'amendement numéro 125. Monsieur Mélenchon, c'est vous qui le défendez. Oui, je pense avoir montré tout à l'heure comment, dès lors que le principe de faveur n'est plus établi, c'est la loi elle-même qui est relativisée. Les nouvelles dispositions annoncent qu'on ne peut changer le sort des travailleurs que dans un sens moins contraignant ou moins favorable. Je l'ai montré tout à l'heure. Si le principe de faveur ne s'applique plus, c'est un principe de défaveur, mais c'est surtout la loi dont le champ d'application recule et se perd dans les nuages de la norme en général. Regardez bien la conclusion. En voici un nouvel indice. Je sais que le point de départ de votre pensée, c'est celle qu'a exprimée le président de la République et qui est un cadre logique que je connais, philosophique. Il l'a résumé en parlant d'une république girondine et, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, il a précisé une république contractuelle. La République, mes chers collègues, ne peut pas être contractuelle. Elle ne connaît que la loi, et la même pour tous. Dans le principe de défaveur, la loi s'évapore. Et en voici un des indices les plus précis. Pourquoi? Le juge, qui n'a plus le pouvoir de se saisir de lui-même d'une situation. Qu'est-ce que le juge? Le juge, c'est la loi. Il est le garant et l'applicateur de la loi. Si vous lui interdisez d'intervenir de son propre mouvement et que vous demandez le renversement de la charge de la preuve, c'est donc que vous demandez à chacun de se débrouiller de son contrat. Et vous voici à la substance de la République contractuelle. Non seulement il n'y a plus une règle commune, mais celui qui en est le protecteur et l'exécutant le plus sévère et le plus rigoureux, le juge, n'a plus droit d'intervenir dans le litige de son propre chef. Voilà pourquoi, sous un air qui n'en a pas l'air, cet amendement 125 touche au cœur des principes que nous défendons devant vous. Amendement numéro 126. Madame Obono, c'est vous qui le défendez. Allez-y, Madame Obono, vous avez la parole. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 7 qui indique en des termes vagues un aménagement des règles de recours. Alors le problème, on en revient à là, il ne s'agit pas de considérer que des collègues de la majorité ou des constructifs et autres soient de mauvaise foi. Le problème, c'est que là, on discute de formules très vagues et on devrait faire confiance en soi à un gouvernement dont un certain nombre des membres ont fait aussi partie de gouvernements qui ont appliqué des lois, la loi El Khomri, la loi Macron, dont nous savons aujourd'hui quels sont les effets, qui ne sont pas de protéger plus les salariés, qui ne sont pas d'ailleurs non plus de relancer l'économie, puisque c'est ça qui est proposé et qui est présenté comme l'objectif de toutes ces dérégulations, mais qui ont restreint les droits des salariés, qui ont restreint, y compris les droits au niveau judiciaire. Alors nous appelons à la supprimer cet alinéa, parce que justement nous n'avons pas les moyens de préciser dans le texte, ce qui devrait être notre rôle ici, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de donner plus d'outils aux salariés et aux représentants des salariés pour pouvoir contester effectivement des accords d'entreprise qui leur seraient défavorables? Est-ce qu'il s'agit de donner plus de moyens à ce dialogue que vous appelez tant avec, au service du citoyen et des salariés, la loi de leur côté? Ou alors, c'est ce que nous craignons, et nous ne craignons pas simplement par idéologie, mais parce que c'est ce qu'on voit au jour le jour depuis la mise en œuvre des dernières lois, Macron, Saben et El Khomri, qui s'appliquent aujourd'hui. Et c'est pour cela, parce que nous devrions faire un travail de clarification, et tout ce qu'on nous demande, c'est faire un chèque en blanc avec des paroles générales, mais qui, dans la réalité, vont à l'encontre des droits et de la loi, que nous appelons à la suppression de l'alinéa numéro 7. Merci, Madame Obono. Amendement numéro 124. Allez-y. Madame la ministre, mes chers collègues, Cicéron disait « Nous sommes tous les esclaves des lois pour pouvoir être libres ». Or, avec cette loi, justement, qui prévoit l'inversion de la hiérarchie des normes, comme notre collègue vient de le rappeler, c'est la loi qui est limitée, et donc avec la loi, c'est la liberté qui est limitée. Et cet alinéa nous en offre un nouvel exemple. Nous, on l'a dit, ce projet de loi prévoit la barémisation des indemnisations prud'homales
Cela a été dit également, c'est ce qui permet de connaître exactement le coût d'un licenciement et à partir de là, très clairement, quelle est la sécurité qui est offerte par le CDI? Plus aucune sécurité, c'est une fois de plus le règne de la précarité. Mais avec cet alinéa, on va encore plus loin. La précarisation du salarié ne suffit pas. Il faut précariser le licencié. Car en effet, la modulation des effets dans le temps des décisions serait obligatoirement au désavantage des salariés, puisqu'actuellement, cette possibilité n'existe pas pour le juge et que les salariés sont les principaux bénéficiaires des décisions prud'homales. À partir du moment où on met en place cette décision, Madame la Ministre, ça sera clairement en défaveur des salariés. Une fois de plus, c'est le principe de faveur qui est remis en question et c'est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression de l'alinéa. Merci. Merci Monsieur Lachaud. Amendement numéro 121. Alors je précise, avant de donner la parole aux collègues du groupe France Insoumise pour l'amendement numéro 121, qu'à la suite de la demande de beaucoup de collègues, je tiens à préciser que la séance sera levée à 1 h du matin. Alors, qui est-ce qui le défend? Allez-y. Donc nous demandons de supprimer l'alinéa 10 qui autorise finalement le gouvernement à définir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement des points A à F qu'on a vus du présent article, en particulier s'agissant des accords collectifs en vigueur. Tout au long de cette séance, Madame la Ministre a précisé qu'il ne s'agissait pas de remettre en cause la hiérarchie des normes. Mes collègues se sont efforcés de vous montrer que ce projet avait les intentions inverses. Voici un article qui montre, s'il en est question, qu'il y a bien cette inversion des normes. En effet, traduction, l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 prévoit que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus demeure opposable aux accords de niveau inférieur. Autrement dit, cet article-là dont je parle, ce point-là, vise à habiliter le gouvernement à supprimer les garanties de non-rétroactivité des dispositions législatives contenues dans la loi de 2004. Donc, nous demandons cet amendement qui vise à maintenir cette non-rétroactivité, laquelle garantissait la hiérarchie des lois. Merci Madame Rub. Amendement numéro 188, il est défendu par Monsieur Ruffin. Bonsoir. Bon, à nouveau, je vais m'adresser aux plus endurants des députés En Marche. Là, la question, c'est de supprimer les alinéas en question parce qu'on ne voit pas l'empressement, l'urgence qu'il y aurait à introduire ça de cette manière-là. Je pense que vous avez tous été élus et on a tous été élus ici en se disant on va venir pour améliorer le bien-être des handicapés, celui des auxiliaires de vie sociale, celui des retraités, pour rendre la planète plus viable pour nos enfants. Et comment croire, alors que c'est les premiers textes qu'on a à observer, la priorité pour rendre cette planète plus viable, pour rendre notre pays meilleur, ça soit de flexibiliser le marché du travail, ça soit d'en passer par des contrats de projets, que ça soit d'en venir à l'inversion de la hiérarchie des normes. Je ne pense pas que c'était ça que, dans nos cœurs, on portait quand on menait, quand vous également, vous meniez la campagne pour notre pays. Il y en a un peut-être qui croit ça, il y en a un qui le prône, en tout cas c'est votre chef, c'est le président de la République, c'est M. Macron, qui en effet en a fait une forme d'orthodoxie, puisqu'il était déjà moqué quand il était à l'Élysée, Aquilino Morel se moquait de lui en disant devant lui c'est impossible de critiquer le MEDEF. Et de même, c'était devenu tellement une obsession chez lui de vouloir qu'on revoie les prud'hommes que son entourage à l'Élysée d'abord ne cessait de se moquer de lui. Maintenant, moi je voudrais vous prévenir, si jamais vous suivez M. Macron, c'est un idéologue, nous avons affaire à un dogmatique. Je suis sûr que parmi vous, il y a des tas de gens qui ne sont pas des dogmatiques, qui ne sont pas des idéologues. Et si on suit la volonté présidentielle, vous la suivrez pendant les premières semaines, vous la suivrez peut-être pendant les premiers mois. Si vous la suivez dans les durées avec ce dogmatisme-là, je crains qu'on s'envoie dans le mur. Et donc j'espère que vous réagirez. D'abord, vous pouvez le faire dès maintenant en votant pour cet amendement. Je rêve et j'y aspire. Et ensuite, pour l'avenir, en
en ne suivant pas cette volonté de casser le Code du travail, plutôt de chercher comment faire pour casser la finance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ruffin. L'amendement numéro 120 est défendu par Madame Fiat. Vous avez la parole. Donc, il s'agit de supprimer l'alinéa 12. En effet, le petit a du deuxième de l'article vise à favoriser la négociation dans l'entreprise avec des élus ou des salariés au détriment du délégué syndical. Il est en contradiction avec l'article 2 qui prévoit de favoriser les conditions d'implantation syndicale et d'exercice de responsabilité syndicale. Ce texte pose donc un problème de cohérence. Le délégué syndical, représentant de son organisation syndicale dans l'entreprise, est le négociateur par défaut. En son absence, il est possible de négocier avec les élus, mandatés ou non par une organisation syndicale, et enfin avec des salariés mandatés par les organisations syndicales. Ces possibilités sont limitées à certaines matières et encadrées par des validations syndicales et ou par voie de référendum dans l'entreprise. Avec ce projet de loi d'habilitation, le gouvernement aurait la possibilité d'ouvrir, autant qu'il le souhaite, les possibilités de recourir à des négociateurs non syndiqués ni même élus. Il pourrait s'agir d'élus ou de salariés proches de l'employeur. La notion de facilitation est suffisamment floue pour qu'on ne puisse déduire la voie que le gouvernement souhaite emprunter. Faciliter les possibilités de négocier pour d'autres acteurs que le délégué syndical aurait pour conséquence d'inciter l'employeur à ne pas favoriser l'implantation d'une organisation syndicale dans son entreprise, puisqu'il pourrait utilement remplacer le délégué syndical par un autre négociateur. Les élus bénéficient d'une protection moins importante, d'un appui moindre et d'une formation de moins bonne facture que le délégué syndical. La qualité des négociations et la protection des travailleurs s'en trouveraient nécessairement amoindries. Merci, Madame Fiat.